Bonsoir. Donc, je vous remercie d'être venu assister à une présentation juridique pour changer un peu des présentations précédentes. Alors, les termes qui ont été proposés de suicide médicalement assisté et d'euthanasie n'ont pas tout à fait le même sens. En principe, le terme d'euthanasie désigne le fait de mettre fin volontairement à la vie d'une personne. Ce peut être sur sa demande, mais c'est peut-être aussi une initiative médicale ou à l'initiative de ses proches, en particulier lorsqu'il y a des malades en état de coma végétatif qui ne peuvent plus exprimer leur volonté. En revanche, le terme de suicide se réfère bien entendu à la volonté de la personne elle-même qui souhaite mourir. Alors, cette personne a besoin d'assistance médicale parce qu'on suppose qu'elle ne peut pas se suicider seule. Alors en fait, nous n'allons pas trop nous attacher à cette différence entre les termes employés, et la question que je vais aborder avec vous ce soir, c'est la question de savoir jusqu'à quel point, selon le droit français, et avec une petite incursion dans d'autres pays d'Europe, dans quelle mesure une personne qui souhaite mourir peut demander l'assistance d'autrui pour que sa vie soit abrégée. Alors, aussi bien la personne pour laquelle on envisage l'arrêt d'un traitement ou le fait de ne pas entreprendre un traitement, que celle qui est en fin de vie ou atteinte d'une maladie incurable, la personne qui est hors d'état de se suicider ou encore celle qui tout simplement ne veut pas attendre le stade ultime de sa maladie. Alors toutes ces situations posent un peu le même problème juridique, et d'ailleurs je serais bien incapable d'analyser cette question sur le plan philosophique puisque je ne suis pas philosophe. Alors d'un point de vue purement juridique, cette situation pose problème parce que, comme dans toutes les législations du monde, dans le Code pénal français, il y a une protection de la vie humaine par diverses infractions. Alors, le Code pénal, il date de 1994 et il comporte plusieurs infractions qui sont des atteintes volontaires à la vie humaine. Alors, les crimes les plus graves sont, bien entendu, les homicides. Et j'ai utilisé cette présentation PowerPoint, pas du tout en expert, mais tout simplement pour vous familiariser avec ce que peut être un texte de loi. Voilà donc par exemple le Code pénal qui définit ici le meurtre ou homicide volontaire. Alors, lorsque le meurtre a été prémédité, il s'agit d'un assassinat, et vous voyez que la peine encourue est plus forte. Et je pense que quand on parle d'euthanasie, on va probablement tomber dans cette qualification la plus forte, parce que c'est pas par hasard que si on décide de donner la mort à quelqu'un, il y a toujours un facteur de préméditation. Et puis alors, il y a une particularité à l'article 221.5 pour une forme d'homicide qui se réalise par l'administration de substances de nature à entraîner la mort. Il s'agit de l'empoisonnement. Ça aussi, c'est un crime qui est puni sévèrement et c'est une qualification qui pourra être utilisée dans le domaine de l'euthanasie. Alors, il faut ajouter qu'en droit pénal, en France, on ne tient jamais compte du mobile de l'auteur d'une infraction. C'est-à-dire que, au moins théoriquement, un crime crapuleux est strictement équivalent à un crime passionnel ou à un meurtre qui aurait la compassion comme mobile. Bien sûr, ensuite, concrètement, les peines qui vont être infligées aux personnes ne seront pas les mêmes, mais juridiquement, c'est la même infraction et vous allez voir que c'est important. Également, il faut ajouter que, toujours en droit français, le consentement de la victime n'est jamais pris en compte. C'est-à-dire que le fait que la personne ait demandé la commission de l'infraction ne peut jamais servir de justification. En revanche, le suicide n'est pas une infraction. Donc je ne peux pas vous montrer
sur cette présentation PowerPoint d'infractions qui concerneraient le suicide. Il n'en a pas toujours été ainsi dans le monde entier, parce qu'en Grande-Bretagne, il n'y a pas si longtemps, jusque dans les années 60, le suicide était une infraction, de sorte qu'une personne qui faisait une tentative de suicide et qui avait la malchance de ne pas réussir sa tentative pouvait se retrouver devant les tribunaux. Alors, en France, le fait que le suicide ne soit pas une infraction a posé problème en 1982 lors de la parution d'un ouvrage qui s'appelait « Suicide, mode d'emploi » et qui, je crois, a été récemment réédité. Alors, il s'est passé que peu après la parution de cet ouvrage, il y a un jeune homme mineur qui s'est suicidé. Et on a trouvé à son chevet l'ouvrage « Suicide, mode d'emploi » et il a été démontré qu'il avait utilisé pour mettre fin à ses jours une des recettes, un cocktail médicamenteux qui avait été indiqué dans le livre. Mais comme le suicide n'est pas une infraction, l'auteur ni l'éditeur de ce livre n'ont pu être poursuivis comme complices, parce que pour être complice, on est forcément complice de quelque chose. Et donc, devant cette situation, le législateur a décidé en 1987 de créer une nouvelle infraction particulière qui s'appelle la provocation au suicide. Alors, c'est ça, la provocation au suicide. Vous voyez que c'est un délit qui est puni de 3 ans d'emprisonnement. Alors, le délit, c'est une infraction moins grave que le crime et qui n'est puni que lorsque la provocation a été suivie des faits par le suicide ou la tentative de suicide. Et lorsqu'il s'agit d'un mineur de 15 ans, alors en droit, quand on dit mineur de 15 ans, ça veut dire moins de 15 ans, la peine est aggravée. Et puis la même loi a prévu aussi la propagande ou publicité en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyen de se donner la mort. Et d'ailleurs, assez récemment, une affaire est venue jusque devant la Cour de cassation parce que dans un supplément au journal Le Monde, qui s'appelait Colors, il y avait une publicité pour un autre ouvrage qui s'appelait Final Exit et qui donnait, paraît-il, 20 méthodes pour se donner la mort, au nombre desquelles l'asphyxie et l'overdose. Et le directeur de la publication du Monde a été condamné en vertu de ce texte. Alors, pour compléter, puis j'aurai fini avec mes textes du Code pénal, pour compléter, tout le monde connaît ce qu'on appelle la non-assistance à personne en danger, qu'on peut appeler plus juridiquement l'omission de porter secours, et qui concerne tout un chacun qui, pouvant porter secours à une personne en péril, s'abstient de le faire sans qu'il n'y ait aucun risque pour elle-même. Et donc, le simple fait d'assister à un suicide sans même y participer pourrait donner lieu à des poursuites sur ce fondement. Donc, pourquoi ce panorama de ce dispositif pénal? C'est simplement pour vous montrer qu'en droit français, le droit est certes très protecteur de la vie humaine, mais peu respectueux de la volonté de la personne de se donner la mort. Et donc, quelle est la place dans ce dispositif pénal du suicide médicalement assisté ou de l'euthanasie sur demande? Il y a quelques années, on pouvait considérer que la loi était totalement en porte-à-faux avec les pratiques médicales. En effet, nous savons très bien qu'on a toujours pratiqué dans les services hospitaliers l'arrêt d'un respirateur artificiel, l'emploi de médicaments antidouleurs qui étaient de nature à hâter la mort. Toutes ces pratiques étaient en contradiction avec les textes juridiques que je viens de vous présenter. Et l'ennui, c'est que cela conduisait à des attitudes qu'on ne pouvait pas souhaiter, c'est-à-dire que d'une part, ça pouvait conduire les médecins à ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique, de peur de tomber sous le coup de l'omission de porter secours, et à l'inverse, ce dispositif pénal très sévère pouvait conduire à des pratiques clandestines, ce qui était extrêmement regrettable. Alors, dans les années qui viennent de s'écouler, on a vu quelques affaires médiatisées et vous connaissez tous, par exemple, l'histoire de Vincent Humbert. J'ai vu que l'ouvrage qu'il a écrit
écrit en tout cas, qu'il a dicté et présenté présent à la médiathèque de la Cité des Sciences. Alors, je vous rappelle, c'est très rapidement l'histoire de Vincent Humbert, qui était ce jeune pompier volontaire qui, à la suite d'un accident, est demeuré tétraplégique et qui ne pouvait, aveugle, et qui ne pouvait s'exprimer qu'en bougeant une paupière ou un doigt, je ne sais plus. Merci. Et donc, finalement, sa mère, Marie Humbert, a décidé, après plusieurs mois, plusieurs années passées à son chevet, de lui administrer des substances qui devaient provoquer sa mort. Et malheureusement, la dose n'a pas été suffisante et ce pauvre garçon a été transporté en réanimation, où quelques jours plus tard, le docteur Chaussois a décidé d'arrêter la réanimation et de faire une injection de potassium pour que le décès soit plus rapide. Alors cette affaire a donné lieu à des poursuites judiciaires. Marie Humbert a été poursuivie, pas pour empoisonnement, parce qu'on a choisi une qualification que je ne vous ai pas présentée, mais qui est un petit peu plus douce et qui était l'administration de substances nuisibles à la santé. Le docteur Chaussois, lui, a été mis en examen pour empoisonnement. Et finalement, tout cela s'est terminé par un non-lieu. Non-lieu également dans l'affaire de Périgueux qui concernait une infirmière et un médecin. Alors, sans entrer dans les détails, la remarque que l'on peut faire à propos de ces affaires, c'est que quand des affaires se terminent systématiquement par des non-lieux, c'est-à-dire que quand les juges eux-mêmes hésitent à appliquer la loi, c'est probablement que cette loi n'est pas très bien adaptée aux problèmes qu'elle entendait résoudre. Alors depuis, la situation a quelque peu changé. Et la situation a changé grâce à deux lois. Tout d'abord, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, qui est la loi Kouchner. Et ensuite, la loi du 22 avril 2005, qui est plus spécifique à la fin de vie et qui est la loi Leonetti. Qu'y a-t-il de nouveau dans ces deux lois? Alors, ce qu'il y a de nouveau, c'est tout d'abord la condamnation de l'acharnement thérapeutique qui s'appelle l'obstination déraisonnable, avec une définition, vous voyez, je l'ai mis en vert. Ce sont les actes médicaux qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Ensuite, consécration d'une pratique sur laquelle tout le monde était d'accord, c'est que chacun ayant droit au soulagement de sa douleur, lorsque un médicament a pour effet secondaire d'abréger la vie, il peut être utilisé, et il doit même être utilisé au titre des soins palliatifs. Et d'ailleurs, autre nouveauté, pas tout à fait nouveauté, mais enfin ces deux lois insistent sur quelque chose qui existait déjà, c'est la nécessité de développer les soins palliatifs. Mais surtout, ce qui est nouveau, et qui est tout à fait admis aujourd'hui, c'est que tout patient a le droit de refuser un traitement, de refuser les traitements. Et en fait, ce sont les deux points que je vais aborder avec vous, c'est qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la demande de mort de la part d'une personne malade trouve un écho favorable lorsqu'elle prend la forme d'un refus de traitement. Et ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui acquis. En revanche, nous verrons ensuite, dans un deuxième point de mon exposé, que le législateur n'a pas voulu aller plus loin. Et donc, si on veut parler d'euthanasie ou de suicide assisté, alors là, ce n'est pas chez nous qu'il faut regarder. Il faut aller voir chez nos voisins, dans d'autres pays d'Europe. Donc, premier point, la consécration dans le droit français du refus de traitement, du droit pour le malade de refuser les traitements. Alors, ce droit, il est tout à fait renforcé lorsque la personne est consciente et qu'elle peut s'exprimer. En revanche, lorsque la personne malade n'est plus en état d'exprimer directement sa volonté,
nous allons voir que cette volonté est prise en compte de façon très limitée et que la décision de fin de vie, elle revient à l'équipe médicale. Alors, quand la personne est consciente et peut exprimer sa volonté, c'est le texte que vous voyez actuellement. C'est vraiment le texte de principe, il vient de la loi du 4 mars 2002. Ça, c'est dans la loi Kouchner. C'est ce qu'on peut appeler la codécision médicale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute décision médicale se prend entre le professionnel de santé et le malade. Et le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informé des conséquences de ses choix. Dès 2002, le législateur avait prévu le cas où le refus de la personne d'accepter un traitement risquerait de mettre sa vie en danger. Et dans ce cas, il a exigé que le médecin mette en œuvre tout ce qui est possible pour convaincre la personne d'accepter les soins indispensables. Mais si la personne persiste dans sa décision, alors cette décision doit être respectée et le médecin doit seulement sauvegarder la dignité du mourant, le mourant puisque effectivement si sa vie est en danger il est devenu mourant même s'il n'était pas au départ, et dispenser des soins palliatifs. Alors il y a de la jurisprudence, depuis la loi du 4 mars 2002, il y a une jurisprudence qui a appliqué ce texte. Seulement il ne s'agissait pas d'une personne en fin de vie, ni même d'une personne qui désirait mourir. Vous avez probablement entendu parler de la question des témoins de Jéhovah, qui sont des personnes qui pour des raisons religieuses refusent la transfusion sanguine. Alors la seule affaire qui a été jugée et qui a été jugée par le Conseil d'État concerne une jeune femme enceinte et sur le point d'accoucher qui était hospitalisée à l'hôpital de Saint-Étienne et à qui on avait fait une première transfusion. Or cette jeune femme a saisi le tribunal administratif pour qu'il soit fait injonction à l'hôpital de Saint-Étienne de ne plus la transfuser. Le tribunal a estimé que, certes, l'hôpital ne devait pas la transfuser contre son gré, mais, et alors le mais ôte toute portée au principe, mais la décision, l'injonction cesserait de s'appliquer si l'intéressé venait à se trouver dans une situation extrême mettant en jeu un pronostic vital. C'est-à-dire, on doit respecter sa volonté, sauf si le pronostic vital est en jeu. Et le Conseil d'État a approuvé cette décision. Il a estimé que le médecin pouvait passer outre le consentement de la personne, à condition, je cite, que le recours à une transfusion soit un acte indispensable à la survie de l'intéressé et proportionné à son état. Alors évidemment, on pouvait se demander, après cette décision, si c'était bien la peine d'avoir fait une loi, puisque là on voit que la volonté de la personne n'est pas respectée. Alors dans la loi de 2005, la loi Leonetti, celle sur la fin de vie, on a complété ce dispositif. Quand il y a CSP, c'est Code de la santé publique, je pense que c'était peut-être dans les dispositions précédentes, dans les diapositives précédentes, pardon. Alors, ça a été complété pour les malades en fin de vie. Alors, lorsqu'une personne est en fin de vie, et vous voyez qu'il y a une définition de la fin de vie, c'est une personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave ou incurable, quelle qu'en soit la cause. Alors, lorsque cette personne en fin de vie demande un arrêt des traitements ou refuse un traitement, cette fois-ci, le médecin n'a plus l'obligation d'essayer de la convaincre d'accepter les soins indispensables. Il doit simplement sauvegarder sa dignité et pratiquer des soins palliatifs, inscrire la décision dans le dossier médical. Alors, l'esprit de la loi est tout à fait compréhensible. Monsieur Leonetti l'a dit à plusieurs reprises, il s'agit de laisser mourir sans faire mourir. Cependant, il y a quelques difficultés qui sont apparues depuis que ces lois sont en vigueur. Je dois vous dire que je fais partie d'un centre qui s'appelle le Centre d'éthique clinique, qui est situé à l'hôpital Cochin
et dont vous avez peut-être entendu parler. Il s'agit d'un centre pilote, le premier de son espèce en France. Il est dirigé par le docteur Véronique Fournier, qui est cardiologue, et j'ai participé à sa fondation. Et dans ce centre, ce n'est pas un centre de réflexion, c'est un centre qui est saisi lorsque une situation pose des problèmes éthiques insolubles au sein d'une équipe médicale, n'importe où en France, pas simplement à Paris. Nous pouvons être saisis soit par les médecins, soit par les patients ou leurs familles. Et nous essayons de démêler un peu la situation, de fournir des pistes de réflexion à l'équipe en appliquant des principes qui sont les principes de l'éthique médicale. Alors, dans le cadre du centre d'éthique clinique, nous avons été interpellés par des situations de fin de vie qui étaient des applications de la loi Leonetti. Et notamment, la question qui se pose, la plus cruciale et la plus difficile, est la suivante. Quand une personne malade fait l'objet de traitements lourds, par exemple qu'elle est sous ventilation assistée, et qu'elle refuse des traitements, ou lorsqu'une personne est atteinte d'un cancer en phase terminale et qu'elle refuse une chimiothérapie, j'allais dire, il n'y a pas de problème. Bien sûr que si, il y a des problèmes humains, mais en tout cas, il n'y a pas de problème juridique pour appliquer la loi Leonetti. En revanche, que faire lorsque une personne se trouve dans un état qu'elle refuse? Par exemple, se trouve une personne qui serait en état de sclérose amyotrophique, sclérose latérale amyotrophique, mais qu'elle n'est pas soumise à des traitements lourds. Alors là, je crois que je suis en train de faire une erreur, de commettre une erreur sur le plan médical, parce que si je crois que la sclérose amyotrophique latérale nécessite de la ventilation assistée. Mais alors, le cas de Vincent Humbert, par exemple. Vincent Humbert ne nécessitait aucun traitement lourd, et le seul traitement qu'on était susceptible de lui administrer consistait dans l'alimentation et l'hydratation artificielle. Et donc la question se pose de savoir si une personne qui est dans cet état peut exiger le retrait de l'alimentation artificielle et de l'hydratation artificielle. Autant vous dire qu'au centre d'éthique clinique, cette idée nous a tout d'abord horrifiés. Nous avons donc décidé d'organiser une journée d'études. Nous avons fait venir des praticiens qui, certes, n'avaient jamais pratiqué cette technique puisqu'elle était interdite en France, mais qui avaient fait une revue de la littérature médicale à l'étranger, notamment aux États-Unis, où c'est autorisé. Et puis il y avait même une équipe française qui avait eu à traiter une dame américaine qui avait été victime d'une asphyxie alors qu'elle se trouvait en France, et donc en liaison avec les équipes américaines qui avaient pratiqué cette privation d'alimentation et d'hydratation. Alors les équipes sont venues nous dire que nos craintes étaient infondées et que, en fait, il ne s'agissait pas d'une mort progressive qui pouvait durer des semaines, que, en fait, le malade mourrait très rapidement, qu'il s'agissait d'une bonne mort. Bon. Je dois ajouter que depuis, certaines équipes médicales en France ont mis en œuvre ce procédé, et qu'au centre d'éthique clinique, pour avoir suivi de près certaines de ces affaires, nous sommes à nouveau assez dubitatifs sur cette pratique qui certes est légale, et les rédacteurs de la loi nous disent qu'on peut parfaitement recourir à ces techniques, mais qui posent tout de même des problèmes éthiques considérables. Pour terminer sur cette question du refus des traitements, je voudrais parler maintenant du refus des traitements anticipés. C'est-à-dire que jusqu'à présent, nous avons vu le cas de la personne qui, certes, est dans un très mauvais état de santé, mais qui est encore capable de s'exprimer. Alors, qu'en est-il lorsque la personne n'est plus capable d'exprimer sa volonté? En droit français, il n'y a pas de consentement pour autrui. Aux États-Unis, si une personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, on va s'adresser dans un ordre prévu par la loi à son conjoint, à ses enfants, à son concubin, etc. Il n'y a rien de tel en droit français. Lorsqu'une personne ne peut plus s'exprimer, le rôle de la famille est extrêmement restreint.
La famille doit être informée et consultée, mais la décision appartient exclusivement à l'équipe médicale. Toutefois, la loi Leonetti de 2005 a permis à une personne, quand elle est encore en état d'exprimer sa volonté, de rédiger ce qu'on appelle des directives anticipées. Alors, les directives anticipées, ce sont des documents qui indiquent les souhaits de la personne lorsque elle sera, si elle est un jour en fin de vie et hors d'état d'exprimer son consentement. Alors, il y a aussi la personne de confiance qui est une innovation de la loi du 4 mars 2002. Mais la personne de confiance, elle est consultée, mais elle n'a pas tellement plus d'importance que la famille ou les proches. Alors, voilà le texte concernant les directives anticipées. Vous voyez qu'elles peuvent être rédigées par toute personne majeure et elles indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou de l'arrêt de traitement. Elles doivent avoir été établies moins de 3 ans avant l'état d'inconscience de la personne, ce qui signifie que si on a l'intention de rédiger des directives de fin de vie, il faut les renouveler tous les 3 ans. Et comme vous le voyez, on dit que le médecin en tient compte, mais en aucun cas, elle ne s'impose. Et surtout, elle concerne les conditions de la limitation ou de l'arrêt des traitements, mais les directives anticipées ne permettent pas d'obtenir ce qu'on n'aurait pas pu obtenir par la volonté exprimée directement. C'est-à-dire que les directives anticipées ne permettent pas d'obtenir suicide assisté, euthanasie, mais uniquement un arrêt des traitements dans les mêmes conditions que pour la personne consciente. Alors, lorsque la décision devra être prise, vous voyez que selon l'article L1111-13 du Code de la santé publique, c'est le médecin qui décide de limiter ou d'arrêter un traitement. Il doit respecter une procédure collégiale, c'est-à-dire en pratique, il doit demander l'avis d'un autre médecin. C'est une collégialité qui est quand même assez réduite. Voilà le deuxième médecin, dont la loi exige qu'il n'existe aucun lien de nature hiérarchique entre lui et le médecin en charge du patient. Et voilà la volonté. Oui, vous voyez comment on prend en compte la volonté. La décision prend en compte les souhaits que le patient aurait antérieurement exprimés, en particulier dans des directives anticipées, et puis l'avis de la personne de personne de confiance, ainsi que celui de la famille ou à défaut celui d'un de ses proches. Donc voilà le système tel qu'il existe actuellement en France. Alors si l'on veut maintenant véritablement aborder l'euthanasie, je parle de l'euthanasie sur demande, la personne qui demande qu'on la fasse mourir, ou le suicide assisté, la personne qui demande qu'on l'aide à mourir. C'est la deuxième partie de cette intervention. Et là, nous devons quitter la loi Leonetti. En effet, toutes les qualifications pénales que je vous ai exposées au début, le meurtre, l'assassinat, l'empoisonnement, vont retrouver toute leur force si le comportement du médecin n'est pas celui qui a été prévu par la loi Leonetti. Et donc ce sont les pratiques euthanasiques. Quant au suicide assisté, eh bien, au minimum, il donnerait lieu à des poursuites pour omission de porter secours, non-assistance à personne en danger. Donc, pour savoir s'il convient d'aller plus loin, il faut se tourner vers d'autres pays européens. Beaucoup de pays européens acceptent, comme nous, les pratiques d'arrêt ou de refus des traitements, encore que vous avez peut-être suivi il y a quelques mois une affaire en Italie où le fait d'avoir arrêté la ventilation assistée sur la demande d'un malade a soulevé d'énormes controverses.
Mais enfin, globalement, à peu près partout en Europe, ni l'obstination déraisonnable, ni le traitement sans consentement de la personne ne sont encouragés. Mais l'ensemble de l'Europe ne va pas jusqu'au droit à mourir. En particulier, il y a eu une affaire qui a été portée devant la Cour européenne des droits de l'homme. C'était l'affaire Pretty. Alors, Diane Pretty, c'était une citoyenne britannique qui était atteinte, elle, de sclérose latérale amyotrophique au stade terminal. Et elle avait demandé que son époux, qui avait accepté de l'aider à mourir, elle avait demandé que son époux ne soit pas poursuivi pénalement par le gouvernement britannique. Elle avait demandé cette garantie. Et le gouvernement britannique n'a pas voulu lui donner à l'avance cette garantie. Donc elle est allée devant la Cour européenne des droits de l'homme et elle a invoqué, il faut dire que c'était un raisonnement quand même un peu curieux, elle a invoqué l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme qui est le droit à la vie. Et elle a demandé un droit symétrique qui serait le droit à mourir, puisque si on accorde le droit à la vie, on doit accorder le droit à mourir. Alors, il est vrai que c'était un peu difficile pour la Cour européenne des droits de l'homme de la suivre dans ce raisonnement. Toujours est-il que nous ne serons pas condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme du fait que nous n'admettons pas le suicide assisté. Alors, on va s'attarder un peu sur le système qui existe dans 2 pays européens qui ont une loi admettant l'euthanasie. Il s'agit des Pays-Bas et de la Belgique. Et ensuite, je vous dirai quelques mots du système qui a cours actuellement en Suisse. Et il y avait hier encore un article dans Le Monde daté d'hier, à propos d'une dame qui avait toujours maîtrisé sa vie et qui a voulu maîtriser sa mort et qui est allée bénéficier des services d'une association quelque part près de Zurich. Alors, tout d'abord, l'euthanasie est admise aux Pays-Bas et en Belgique, aux Pays-Bas depuis 2001 et en Belgique depuis 2002. Les lois néerlandaises et belges sont assez proches, elles sont assez similaires. L'euthanasie y est définie comme le fait d'administrer intentionnellement la mort à autrui sur sa demande. La loi institue une dépénalisation de l'euthanasie lorsque les conditions de la loi sont respectées. Alors, quelles sont ces conditions? Alors d'abord, il y a des conditions relatives à la personne. Qui peut demander une euthanasie? Aux Pays-Bas, ça peut être un mineur, à partir de 12 ans, tandis qu'en Belgique, seulement les personnes majeures. Dans les 2 pays, la volonté est prise en compte de manière anticipée, c'est-à-dire que la demande peut passer par la rédaction de directives anticipées, ce qui n'est pas du tout le cas en France. Quel est l'état qui justifie cette demande d'euthanasie? Eh bien que ce soit défini dans des termes un petit peu différents, il s'agit toujours d'une personne en souffrance physique ou psychique insupportable, et cet état doit être constaté médicalement par 2 médecins. En plus, la loi belge dit que la maladie doit être incurable ou qu'il doit s'agir d'une situation sans issue. Pour les 2 pays, il n'est pas nécessaire que le décès soit prévu à brève échéance. C'est-à-dire qu'une personne peut très bien, sans être au stade terminal de sa maladie, envisager d'ores et déjà son décès, mais dans ce cas, on lui impose un délai de réflexion et une consultation médicale supplémentaire. Bien entendu, les 2 législations prévoient une information préalable de la personne, plusieurs entretiens, plusieurs consultations et le temps nécessaire à la décision. Et puis enfin, il faut que le médecin ait une clause de conscience. C'est comme en matière d'interruption de grossesse, un médecin qui serait opposé à l'euthanasie ne peut être contraint d'y recourir lui-même.
Alors, dans ces deux législations, même lorsque les conditions sont réunies et que l'euthanasie a eu lieu, on a instauré une procédure de contrôle. Et la procédure de contrôle intervient a posteriori, c'est-à-dire que l'acte est accompli par le médecin et ensuite il y a des autorités qui sont chargées de contrôler que les conditions de la loi ont été bien respectées. Et si elles estiment que dans un cas les conditions légales n'ont pas été respectées, l'affaire peut être transmise au ministère public ou à l'équivalent du ministère public et donc on retrouve les poursuites pénales. Voilà comment ça se passe. Alors, en Belgique, il y a une commission nationale, fédérale, qui est composée de médecins et de juristes et d'autres personnalités. Et cette commission analyse après coup des documents très détaillés qui ont été remplis par le médecin auteur de l'euthanasie. Ces documents sont anonymes, mais la commission peut décider de lever l'anonymat. Aux Pays-Bas, ce sont des commissions plus restreintes qui sont sur le plan régional et qui sont composées de 3 personnes. La loi néerlandaise a prévu 6 critères qu'elle appelle les critères de minutie. Et alors le rôle de la commission, c'est d'examiner si les 6 critères ont été réunis. Alors ce qui est très intéressant, c'est que la commission belge, qui s'appelle donc la Commission fédérale de contrôle de l'euthanasie, la commission belge publie sur son site internet un rapport annuel que je vous conseille vivement d'aller consulter pour compléter ces informations. Alors, qu'est-ce qu'on constate à la lecture de ce rapport? Donc, dans le dernier rapport qui concerne les années 2004 et 2005, on voit qu'en Belgique, il y a eu depuis l'entrée en vigueur de la loi entre 300 et 400 euthanasies par an. L'augmentation est modérée par rapport entre le début et la période actuelle, c'est à peu près constant. Dans leur très grande majorité, les personnes qui ont eu recours à l'euthanasie étaient atteintes de cancer généralisé et le décès était attendu à brève échéance. Il y a aussi quelques affections neurodégénératives mortelles. Exceptionnellement, des personnes ont demandé une euthanasie alors que le décès n'était pas attendu à brève échéance. Mais c'est seulement quelques cas par an. La Commission a également noté qu'il y a très peu de demandes avant 40 ans, ce qui semble normal, mais aussi très peu après 80 ans. 40% des euthanasies ont eu lieu au domicile de la personne. Et enfin, la volonté anticipée, c'est très rare parce qu'il y a eu sur 2 ans seulement 13 cas d'euthanasie avec des directives anticipées. Enfin, la Commission se félicite de voir qu'elle n'a jamais relevé aucune irrégularité ni aucune violation des conditions prévues par la loi. Alors aux Pays-Bas, je n'ai pas les mêmes informations parce que malheureusement le site, il existe mais il est en néerlandais. Je suis toutefois étonnée des chiffres publiés puisque, suivant les années, aux Pays-Bas, il y a 2000, 3000, voire 4000 euthanasies et je ne crois pas qu'il y ait une telle différence entre la population de la Belgique et celle des Pays-Bas, donc je n'ai pas d'explication pour ce chiffre. Il nous reste à parler non plus de l'euthanasie, mais du suicide assisté et de ce qui se passe chez nos voisins en Suisse. Alors, le suicide assisté, il est aussi prévu dans un État des États-Unis qui est l'Oregon, mais je n'ai pas insisté sur cette forme de suicide assisté. En fait, la loi permet simplement à un médecin de faire une ordonnance pour des médicaments de nature à entraîner la mort. Alors, en Suisse, ce qui est intéressant, là on retombe sur les questions juridiques, c'est qu'en Suisse, il n'y a pas de loi qui autorise le suicide assisté, contrairement à ce qu'on dit parfois. En Suisse, il y a un code pénal qui est beaucoup plus ancien que le nôtre. Et dans ce code pénal, il y a un article sur le meurtre et un article sur le suicide. Alors, je vous ai mis l'article sur le meurtre, bien que ce ne soit pas celui qui est le plus pertinent, simplement pour vous montrer que, contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure du droit français, le droit suisse prend en considération les mobiles de l'auteur. Et donc,
le meurtre qui est commis par compassion est puni moins sévèrement en droit suisse que le meurtre qui serait commis pour un motif crapuleux, ce qui n'est pas du tout le cas chez nous. Et si je vous montre ça, c'est parce que ça permet de comprendre ce qui se passe avec le suicide assisté. Alors voilà, c'est ça le texte sur le suicide assisté en Suisse. Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni de la réclusion de 5 ans ou plus ou de l'emprisonnement. Alors, ça paraît très étonnant, parce que ça, c'est pas un texte qui autorise le suicide assisté, c'est un texte qui punit la provocation au suicide, comme le nôtre. Seulement, nous, les juristes, nous avons parfois des raisonnements un petit peu subtils. Et là, le raisonnement qui est employé, c'est ce qu'on appelle le raisonnement a contrario. C'est-à-dire que si l'individu qui a incité une personne au suicide ou lui a prêté assistance n'est pas poussé par un mobile égoïste, et s'il est poussé par la générosité ou par le fait que cette personne lui a demandé cet ultime service, eh bien, il n'y a plus de répression pénale. Et donc, c'est sur ce raisonnement et sur ce système un peu libéral, plus libéral en tout cas que le système français, que s'est construit toute une activité d'assistance au suicide en Suisse. Alors, ça signifie que d'abord, dans un cadre familial, il est possible en Suisse de prêter assistance à quelqu'un qui veut se suicider sans encourir de poursuites pénales. Ça signifie aussi que dans des hôpitaux suisses, on peut décider de proposer aux patients une assistance au suicide. Et c'est ce qu'a fait assez récemment l'hôpital de Lausanne. Mais ça signifie aussi, et c'est ça qui est surtout médiatisé, que des associations peuvent se professionnaliser et se spécialiser dans l'aide au suicide de personnes inconnues qui soit sont domiciliées en Suisse, soit pour certaines peuvent venir d'autres pays et donc de France. Et alors ça pose quand même des problèmes éthiques différents. En Suisse, il existe aussi un comité d'éthique qui est comparable à notre CCNE, Comité consultatif national d'éthique. Donc il s'appelle la Commission nationale d'éthique pour la médecine humaine. Et cette commission, qui a aussi son site internet et qui est aussi en français, cette commission a constaté récemment, je cite, qu'il existe une grande différence entre l'aide provenant de la famille ou d'un proche et l'offre organisée visant à se donner la mort de manière certaine et indolore. La commission poursuit. Le fait qu'il existe une offre organisée change la situation de la personne désireuse de se suicider. Le danger est que ces organisations s'appuient uniquement sur le principe de l'autodétermination du suicidant et n'accordent pas assez d'attention à la protection de la vie et au devoir de soutien à l'égard de personnes suicidaires. Et donc, actuellement, en Suisse, il y a une réflexion qui est menée en vue d'une réglementation de l'activité de ces associations. Alors après ce petit tour d'horizon de ce qui se fait ailleurs, il me reste à conclure en revenant un petit peu en France. Et on peut se demander, est-ce que le législateur français va encore une fois remettre l'ouvrage sur le métier? Il existe une proposition de loi qui a été déposée par une députée qui est Madame Martinez. Cette proposition, pour le moment, elle est relativement enterrée. Je ne crois pas, il ne me semble pas que ce soit actuellement un moment très favorable pour remettre en cause la loi Leonetti dans l'opinion publique. Je ne dis pas que ça ne viendra pas, mais je pense que ça ne viendra pas tout de suite. Pourquoi? Parce que cette loi Leonetti, elle a déjà constitué un énorme pas en avant par rapport à ce qui se pratiquait dans les années précédentes. Elle n'a pas tellement modifié les pratiques,
On peut constater par exemple que la situation de Vincent Humbert ne serait pas différente aujourd'hui après la loi Leonetti qu'elle ne l'était à l'époque. Elle n'a peut-être pas modifié les pratiques, mais elle a profondément modifié le regard que la société porte sur les pratiques de fin de vie. Cependant, tout d'abord, elle est loin de répondre à toutes les situations. Et surtout, notre expérience, en particulier au Centre d'éthique clinique de l'hôpital Cochin, montre qu'elle n'est pas très bien connue, y compris dans les milieux hospitaliers, dans les établissements de santé. Alors l'avantage, le grand avantage de cette loi, c'est qu'elle pose un jalon, elle constitue un jalon dans l'évolution. Elle permet de réfléchir, elle permet de mener une réflexion à partir de ses potentialités et à partir de ses limites. Et en tout cas, je voudrais terminer par là, ce qu'il faut bien voir, c'est que, comme le professeur Didier Sicard l'a écrit à propos de l'éthique, l'éthique ne doit pas être un alibi. Vous connaissez le titre de son ouvrage, L'alibi éthique. Eh bien, je voudrais dire qu'à plus forte raison, la loi ne doit pas être un alibi pour se dispenser de réflexion éthique. Et donc, cette législation française que je viens de vous exposer et qui est encore récente ne peut prendre son sens que dans l'expérience concrète, que dans la réflexion sur des cas particuliers, car sans la réflexion éthique, la loi ne serait qu'une réglementation sans âme. Je vous remercie.